Bonjour à tous, je voudrais remercier le comité de m'avoir invité à parler sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai la chance de travailler sur l'île de Mayotte où nous faisons face à un gros défi à propos de la santé bucco-dentaire, et le fluor est un peu notre unique levier de santé publique sur lequel on peut compter, parce que pour l'instant on est 12 chirurgiens dentistes pour 300 000 habitants, donc on mise beaucoup sur le fluor. Alors, je vais vous parler donc de fake news. Pour commencer à introduire mon propos, je veux dire que c'est pas quelque chose de nouveau, les fake news, même si on en entend beaucoup parler et que Trump a rendu le terme très à la mode. Le mensonge, manipuler l'information scientifique, ça a toujours existé depuis qu'on fait de la santé publique. Ce qui a changé récemment, c'est l'arrivée d'Internet, et c'est la vitesse de la diffusion et l'étendue de la diffusion de ces groupes scientifiquement discutables. Et il y avait à propos du fluor, déjà en 1985 aux États-Unis, dans le journal de santé publique dentaire, un auteur qui s'appelle Esley s'inquiétait du phénomène de ces groupes anti-fluor qui commençaient à prendre beaucoup d'importance aux États-Unis. Et ça me permet de vous expliquer qu'on va beaucoup parler en fait d'une mesure qui est essentiellement faite aux États-Unis et aussi en Europe du Nord, qui est la fluoration de l'eau potable. La plupart des fake news et de ce qu'on reproche au fluor, ça vient d'un choix qu'ont fait les Nord-Américains dans les années 50, qui est de fluorer leur eau potable pour avoir le maximum d'efficacité de prévention sur la carie dentaire. Donc la plupart de la littérature et des groupes anti-fluor en fait sortent de ces mesures et s'attaquent particulièrement à cette mesure de santé publique assez forte et qui juge coercitive. Donc c'est un petit peu la même dynamique que pour les vaccins, parce que c'est quelque chose qui, de leur sens, est imposé à la population. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche au fluor? Je me suis amusée à... On va aller dans l'autre sens. Je me suis amusée à googler danger plus fluor. Alors, je vous invite à le faire, on n'est pas déçus. Assez rapidement, on tombe sur des sites très complotistes. Et alors, selon qu'on est sur des sources françaises ou américaines, c'est soit au choix un complot nazi, ça c'est plutôt sur les sources françaises. Donc ça serait une invention des nazis de mettre du fluor dans l'eau pour manipuler les populations. Aux États-Unis, on est plus sur un complot bolchevique, donc on fait témoigner des faux généraux de l'armée américaine qui ont vu que les communistes avaient inventé la fluoration de l'eau potable. Alors une chose qui est vraie là-dessus, c'est les dates. C'est vrai que les Américains ont commencé à fluorer, et on a commencé à fluorer et à faire de la santé publique avec le fluor à peu près dans les années 50. Alors quand on va dans les médias un petit peu plus mainstream, qu'on regarde tous, ou que moi je lis par exemple, on a quand même ces espèces de titres un peu inquiétants. Donc Slate Magazine, le fluor rend-il vos enfants stupides? Moi je suis mère de famille, ça m'inquiète. Fluor, un ami qui vous veut du mal, donc on attaque notre dentifrice, qu'on pensait être un gentil ami. Ou alors l'argument d'autorité, la revue médicale The Lancet, c'est quand même pas rien, révèle enfin, parce qu'eux savaient déjà, que le fluor est neurotoxique. Donc là je commence à m'inquiéter. Et puis là c'est une revue de presse du mois dernier, parce qu'il y a eu alors c'est plutôt aux États-Unis, il y a eu une grosse vague dans la presse grand public, donc c'est Time Magazine qui explique aux Américains que peut-être c'est dangereux de boire leur eau du robinet. Est-ce que l'eau fluorée réduit votre intelligence? Sur les enfants, vos enfants vont-ils être idiots? Et même LCI la page de LCI qui s'empare du sujet en montrant quelqu'un qui boit de l'eau. Donc je répète qu'en France, ce n'est pas ce qu'on fait, il n'y a pas de fluoration de l'eau potable, mais la fluoration de l'eau est-elle préjudiciable à votre QI? Le fluor est-il dangereux? Donc ça c'est sur la presse française. Alors quand on cherche à remonter un peu d'où ça vient tout ça, alors on trouve. Alors il y a 3 principales études qui vont être citées. Alors quand je dis citées, elles ne sont pas citées comme ça, il faut remonter de source en source. Alors il y a d'abord la fameuse étude du Lancet qui date de 2014, puis alors quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est la fameuse étude de Harvard, qui n'est pas une étude de Harvard, qui est en fait une méta-analyse d'études chinoises, on va revenir après dessus. Et enfin la dernière, là elle est très récente, c'est d'août 2019, ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis et au Canada. C'est une étude qui est parue dans le JAMA pédiatrique, qui a essayé de lier le fait de boire de l'eau fluorée et le QI des enfants, de femmes enceintes et le QI des enfants à 3 ans. Alors on va les prendre une par une pour voir ce qu'elles ont vraiment dit, ces études. Alors l'étude du Lancet qui est censée révéler que le fluor est neurotoxique, en fait c'est une étude du Lancet Neurologie, et ce qui est assez amusant c'est qu'elle ne s'intéresse pas vraiment au fluor en fait. C'est un auteur qui s'intéresse un peu à tous les composés chimiques qu'on peut trouver notamment dans l'eau mais pas que. Et lui, il prône une surveillance plus accrue de ces composants, de leur effet cocktail, et surtout, en fait, son propos, c'est de dire, voilà, on étudie beaucoup les choses chez les adultes, mais peut-être pas assez chez les enfants, surtout jeunes, dont le cerveau est encore en développement. Donc lui, il vise pas le fluor, il parle de tout, il parle d'arsenic, il parle d'éthanol, il parle de beaucoup de choses, et son article n'a pas de conclusion, il dit juste, j'ai besoin de plus de sous pour faire plus de recherches, ce qui est une attitude de chercheur normale. Donc la première étude, celle du Lancet. Après, on va voir l'étude de Harvard, parce que celle-là, elle est très citée. Donc cette étude de Harvard, c'est en fait un des chercheurs, donc c'est le même d'ailleurs que le Lancet, qui
qui est affilié à Harvard, qui a fait une méta-analyse d'études chinoises et 2 iraniennes. Donc, je ne remets pas en cause la recherche iranienne et chinoise, mais ça n'a pas été publié dans des grandes revues, c'était des petites revues. Pour vous donner une idée, moi j'ai cherché, je n'ai trouvé qu'une seule de ces études qui était traduite en anglais, toutes les autres sont en chinois. Donc je ne peux rien vous dire exactement sur ce que dit l'étude. Et l'idée c'était, les mecs sont très vieilles, hein, ça développe dans les années 80, et l'idée à chaque fois c'est de comparer des enfants qui seraient exposés à un groupe contrôle non pollué et des enfants qui seraient exposés à une consommation d'eau fluorée. Alors en Chine, on n'est pas dans la situation américaine, et encore moins dans la situation française. Ils ont des problèmes de pollution de leur eau. C'est pas contrôlé comme chez nous. Donc la plupart des enfants qui étaient exposés, c'était par pollution industrielle. Il y avait aussi des copollutions, c'est-à-dire qu'ils étaient exposés au fluor, mais aussi à l'iode et à l'arsenic selon les études. Il y en a 27. Et on les exposait à un groupe contrôle. Alors le propos en fait de la méta-analyse, c'était de dire qu'en moyenne, dans les 27 études, les enfants qui étaient exposés à des eaux polluées avaient des déficits, des handicaps neurologiques divers. Ce qui n'est pas hyper surprenant, moi ça ne m'étonne pas que si on mange de l'eau polluée à l'arsenic industriellement, ça ait des conséquences, par rapport au groupe contrôle. Et juste, je vous ai mis une étude un petit peu en évidence, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans ces groupes contrôle, pour qu'on ait une idée des valeurs, aux États-Unis, quand on fluore l'eau potable, maintenant la cible en zone tempérée, c'est d'avoir une eau à 0,7 mg par litre. On estime que c'est le meilleur dosage pour avoir un effet sur la carie dentaire sans avoir de conséquences néfastes. En France, notre limite légale, c'est 1,3 mg par litre. Donc ce qui est amusant, c'est que le groupe contrôle, là, il était déjà exposé à 0,89 mg. Donc le groupe contrôle, qui n'a pas de problème puisque c'est le groupe de référence, était déjà plus exposé que l'Américain moyen qui boit son eau fluorée, et je ne parle même pas d'un Français qui a une eau à 0, parce qu'il vit dans une région où il n'y a pas de fluor dans son eau. Donc cette étude a été tellement reprise par les groupes anti-fluor de façon très malhonnête que les auteurs, 1 an plus tard, en 2013, ont dû se fendre d'un communiqué de presse pour dire qu'ils ne remettaient en aucun cas en cause les mesures de santé publique, notamment nord-américaines en ce qui concerne la carie, et que ce n'était pas leur propos de leur étude, et que donc ils se retiraient et qu'ils se désolidarisaient de tous ces groupes qui avaient repris leur étude dite de Harvard, qui encore une fois n'a pas été faite à Harvard. Et on va terminer par le petit dernier. Donc ça c'est l'étude qui est sortie en août, il y a un petit peu plus d'un mois, du JAMA. Alors pour introduire, c'est pas les premiers qui ont essayé de voir s'il y avait un lien entre le QI des enfants et l'exposition des femmes enceintes à des eaux fluorées. Ça a été fait par exemple en Nouvelle-Zélande de façon beaucoup plus robuste et qui n'a rien trouvé. Et alors eux, qu'est-ce qu'ils trouvent? En fait, ils trouvent pas grand-chose. Alors je vais passer sur tous les biais méthodologiques. Il y a beaucoup de biais dans cette étude, mais qui ne sont pas forcément de la faute des auteurs. C'était une étude rétrospective, ils n'ont pas fait le design de l'étude, donc je vais passer rapidement. Mais juste sur leurs résultats, ils trouvent que dans un de leurs sous-groupes, qui est le sous-groupe des garçons, en moyenne, si la femme enceinte est exposée à une augmentation de son eau fluorée d'1 milligramme, il y aura une baisse de QI de 4,49 points. Alors, à 3 ans. Après, ils ont testé à 3 ans. Alors, je vais juste m'arrêter sur 2 gros problèmes de cette étude. C'est qu'est-ce que ça veut dire dans le groupe des garçons et pas dans le groupe des filles? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pour qu'on prouve causalité, il faut qu'il y ait une vraisemblance biologique. Et là, où est la vraisemblance biologique? Il y a un effet sur les garçons et pas d'effet sur les filles. Pourquoi ce sous-groupe? On aurait pu très bien le faire sur les roux, les blonds, les bruns, ça n'a pas de sens. Et la deuxième chose qu'on peut leur reprocher immédiatement, c'est que la mesure du QI, c'est pas vraiment ce qu'on a de plus reproductible. Ils n'ont pas mesuré une glycémie. Et on sait très bien qu'un même enfant à 3 ans, il ne va pas avoir le même résultat de QI à 8h du matin, puis le lendemain à 17h. C'est quelque chose qui est très peu reproductible, et on est quand même sur des mesures toutes petites, 4 points de QI, 120 et 124 points, ça ne change pas l'avenir de l'enfant. Donc d'ailleurs, ils ne concluent pas grand-chose, ces auteurs, ils concluent comme tout le monde, peut-être il faut qu'on cherche un peu plus, donnez-nous des sous. Donc voilà les 3 grosses études. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche d'autre au fluor qu'on va trouver dans les fake news? Et on va lui reprocher la fluorose. Alors c'est un petit peu inquiétant peut-être pour le grand public d'entendre fluorose. Alors là j'ai mis juste ça, une petite illustration pour les spectateurs non dentistes, un petit peu pour remettre en perspective pourquoi on recommande du fluor. C'est quand même pour se protéger, par exemple, de la précoce de l'enfance. Il y a des collègues ici qui travaillent dans des endroits ou des milieux un peu défavorisés, ça c'est le quotidien quand même de beaucoup d'enfants en France, et particulièrement là où je travaille à Mayotte. C'est quand même quelque chose, la carie précoce de l'enfance, c'est quand même assez sérieux et ça impacte beaucoup la qualité de vie. La fluorose, dans ce qu'on peut en voir par exemple en France métropolitaine et là où je travaille, ça va être au pire quand même une tache inesthétique sur la dent. Alors je ne dis pas qu'on est content de voir des fluoroses, mais enfin si on met les deux en perspective, après c'est un choix de santé publique, mais voilà. Et ce qui est beaucoup entretenu dans les sites, en fait, c'est une confusion qui est sciemment entretenue entre fluorose dentaire et fluorose osseuse. Alors ça existe la fluorose osseuse, mais ça demande d'être exposé à des taux extrêmement forts.
En ce qui concerne par exemple de l'eau fluorée, c'est toujours là-dessus que ça part. Hein. Je sais que c'est pas une mesure française, mais toutes ces nouvelles viennent de ce problème de l'eau potable fluorée dans les pays développés. Et la fluorose osseuse, on considère qu'il faudra être exposé à une eau fluorée à 10 mg par litre pendant plusieurs années pour développer une fluorose osseuse. Alors ça existe, hein, par exemple au Kenya, près des rifts, ils ont des eaux très très fluorées et on a ces problèmes de fluorose osseuse. Peut-être qu'en Chine, là où ils sont pollués, peut-être qu'il y a ces problèmes. Mais c'est absolument pas un problème qu'on peut rencontrer dans des pays qui contrôlent leur eau et qui contrôlent leur environnement. Alors après, pour quand même continuer un peu sur cette fluorose, on sait, il y a cette étude qui ont montré que c'est très surdiagnostiqué. Alors moi je suis pas spécialiste, mais il y aurait 90 causes possibles de défaut d'émail. Moi je suis dentiste, je les connais pas toutes, et je pense que la première, j'aurais tendance à étiqueter des fluoroses qui n'en sont pas. Et a priori, une autre étude montrait que 27% des fluoroses en fait étaient mal diagnostiquées. Alors quand même, il y a eu des études qui ont essayé de voir un peu, parce que la fluorose dentaire, c'est quand même la vraie complication de trop de fluor, ce qui pouvait se passer en comparant en Irlande et en Angleterre des régions qui étaient fluorées et des régions qui n'étaient pas fluorées. Alors en effet, on passe d'une prévalence de 0,1% de fluorose dentaire dans des endroits qui n'utilisent pas la fluoration de l'eau potable, et ça monte à 3-4% dans les endroits qui utilisent la fluoration de l'eau potable. Donc c'est vraiment un choix de santé publique à faire. Est-ce qu'on accepte de monter la prévalence de la fluorose dentaire à 3-4% pour, d'un autre côté, parce que la fluoration de l'eau potable, c'est quand même abaisser la prévalence de la carie de 30 à 50%. C'est quand même une mesure qui a un impact très fort. Donc c'est des mesures de santé publique individuelle. Par exemple, ça n'a pas été le choix de la France. Ça se discute, ça a été le choix des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, par exemple. Alors, que dit vraiment Harvard là-dessus? Puisque finalement, comme partout, il disait Harvard dit, j'ai été voir. Sur le site de la Harvard Public Health, ils disent à peu près la même chose que tout le monde scientifique, que la fluoration de l'eau potable, c'est une des 10 plus grandes mesures de santé publique du XXe siècle. Voilà, en toute simplicité. Donc pour résumer, que dit la science finalement? La science sur la fluoration de l'eau potable, qui est censée nous rendre idiots d'après les sites complotistes, c'est 60 ans de publication. On a commencé en 1945 aux États-Unis, dans le Michigan. C'est 435 millions de personnes qui sont exposées. Ça réduit toutes les études entre 30 et 50% la prévalence de la carie. C'est recommandé par des grands organismes scientifiques dans l'OMS, sous différentes formes, ça peut être l'eau, le sel, le lait. Et c'est reconnu comme un des plus grands succès de santé publique du monde avec la vaccination, et qui sont d'ailleurs peut-être les deux mesures les plus attaquées en ce moment. Alors la question c'était comment on passe de ça à ça, ces espèces de fake news en disant le fluor, un scandale sanitaire, notre poisson. Et il y a une chercheuse pour le coup d'Harvard qui s'appelle Brittany Seymour qui s'intéresse beaucoup à ces groupes anti-fluor et anti-vaccins qui marchent main dans la main aux États-Unis. Et elle a essayé de remonter un peu ces informations en faisant un mapping internet de comment ça circulait. Alors comme on pouvait s'y attendre, ça circule beaucoup par les réseaux sociaux. La population qui fait circuler les informations est plutôt plus jeune que la moyenne et plus connectée. Et elle s'est intéressée par exemple à ce qui a été dit, donc la CWF c'est la Community Water Fluoridation, donc le fait de mettre du fluor dans son eau potable. Sur Facebook, c'est 88% des pages qui sont contre. Sur Twitter, c'est 64% des tweets qui sont contre. Pourtant, elle tweet beaucoup, elle. Et sur YouTube, c'est 99% des vidéos qui sont des vidéos qui disent que c'est dangereux. Dans 60% des cas, elle ne pouvait pas remonter jusqu'à l'étude qui était mise en avant, c'est sous-tendu par rien. C'est même pas en citant un Lancet ou comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, ce qu'elle s'est intéressée à voir après, c'est de regarder dans les médias grand public ce qui se passait. Et elle s'est aperçue, donc ça c'est fait aux États-Unis, dans les mainstream médias, en fait, ça ne va pas être contre, mais 85% des publications vont être neutres vis-à-vis de la fluoration. Et c'est un peu ça le danger, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas informé, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas capable de rechercher l'étude princeps et d'avoir une vue critique dessus, il va se retrouver avec soit des sites complotistes, mais même si elle est capable de dire ça quand même un peu fort, que ce soit les nazis, va quand même se retrouver avec une information grand public qui est globalement neutre en fait. Et donc elle va se dire, il y a débat, et il n'y a pas ce consensus scientifique qui ressort pour le grand public. Et c'est un petit peu ça la conclusion de l'étude de cette chercheuse, c'est de te dire, les professionnels, dentistes, de santé publique, de la prévention, doivent un peu s'emparer de ces nouveaux médias et être eux aussi présents sur les réseaux sociaux pour rétablir un peu l'équilibre classique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un consensus scientifique et que ça doit apparaître quand on va sur Facebook, ça doit apparaître quand on va sur Twitter. Et pour terminer, je dirais que pas quelque chose qui est spécifique à la fluoration, toutes les mesures sont attaquées, les techniques sont toujours un peu les mêmes, on prend des informations plus ou moins scientifiques, on met en avant, on déforme, on amplifie. Une des grandes techniques aussi, c'est de minimiser les conséquences de la maladie, je vais m'arrêter 2 minutes là-dessus. On l'a vu par exemple pour la rougeole, où les anti-vaccins nous expliquaient que c'était pas grave pour un enfant d'avoir la rougeole, c'était un peu de fièvre et puis qu'il allait s'en remettre.
Et pour la carie, c'est encore plus insidieux parce qu'on sait, en tout cas en France ici, que les plus exposés sont souvent les plus précaires et que c'est finalement ceux qui bénéficient plus des mesures de santé publique telles que la fluoration qui sont les moins là pour se défendre. Parce qu'évidemment, quand on a les moyens d'aller chez le dentiste tous les 3 mois, on peut peut-être se passer de fluor et vivre pas si mal. Mais c'est pas le cas pour une grande partie de nos concitoyens et c'est pas le cas en tout cas sur l'île sur laquelle je vis. Voilà, je terminerai là-dessus pour dire que c'est à nous, professionnels, de s'emparer du sujet et de convaincre nos patients.